La lutte contre les forces du vide exige de mettre de côté les rivalités passées pour faire front commun. Assaillie par les ténèbres, Lune d'Argent peut, pour se défendre, compter sur l'aide des arcanes magiques. Cité façonnée par la magie, au croisement des flux telluriques, la capitale des hauts elfes peut compter sur bon nombre de sorciers de talent. Concorde et magie, voici deux mots qui définissaient fort bien un petit royaume humain. Une magocratie vieille de 27 siècles qui fut un bouclier pour les races mortelles face aux menaces cosmiques. Dalaran est une vieille cité de l'humanité. L'une des premières fondée par l'Empire d'Arator après la mort de l'empereur Thoradin. Stratégiquement située au croisement des routes commerciales, encerclée de vallons fertiles, il lui était promis un brillant avenir. Elle grandit vite et bien, au point de devenir un influent carrefour commercial à l'ouest de l'Empire. La ville attirait toutes sortes de visiteurs, désireux de se faire une place dans cette cité où la prospérité semblait acquise. Parmi ces gens, une caste toute particulière s'intéressa au développement de la ville. Cela faisait fort peu de temps que l'humanité comptait des manieurs de sortilèges. Plus habitués aux énergies de la nature sauvage, c'étaient les elfes de Keltalas qui, pour lutter contre l'Empire des Trolls, leur avaient enseigné l'art subtil de la magie. Contre toute attente, les humains s'étaient avérés de talentueux maîtres des arcanes. Impressionnés, les elfes avaient toutefois constaté la nature impatiente et impétueuse de leurs apprentis. Ils les avaient ainsi mis en garde. De tels pouvoirs n'étaient pas sans conséquences. Outre le danger que pouvaient faire courir des sorciers malfaisants, hors de tout contrôle, la magie attirait les démons comme le miel attirait les insectes. Les mages humains, en dépit de leur aide cruciale contre les trolls, furent ainsi soumis à la plus stricte surveillance dans la capitale. Les années avaient passé. Les mages, de plus en plus nombreux, nourrissaient le désir de s'affranchir de ce pesant contrôle. Ils trouvèrent en Dalaran un foyer plus serein où étudier les arcanes en toute liberté. Leur venue suscita d'abord des sentiments contrastés, comme partout ailleurs. Bien sûr, l'humanité leur était redevable, car sans leur pouvoir, qui sait si les trolls n'auraient pas remporté la victoire. Mais la magie dévastatrice qu'ils avaient déchaînée sur le champ de bataille avait marqué les esprits tant de leurs ennemis que de leurs alliés. Depuis, la populace éprouvait un respect fortement teinté de crainte à leur égard. Parmi eux, un certain Ardogan se fit une place dans la cité. Il était un magicien talentueux, quoique excentrique. Il conquit habilement le cœur des habitants de la ville et fut ainsi élu à sa tête. Sous son égide, la ville poursuivit son expansion jusqu'à devenir une cité-état autonome au sein de l'Empire. Cela ne signifiait pas son indépendance, mais impliquait une plus grande liberté face à la couronne de Strum. Ardogan fit de la cité marchande un centre d'études des arcanes, où les mages pouvaient exprimer leurs talents sans préjugés ni hostilité. Par la grâce de la magie, les sorciers firent de la ville une merveille que seule pouvait égaler Lune d'Argent, elle aussi sculptée par les arcanes. Les deux cités, deux faces d'une même pièce, se lièrent d'ailleurs d'une profonde amitié. Des elfes se joignirent en nombre au contingent de mages humains. Ils apportèrent avec eux leur savoir millénaire et leur art raffiné. Des flèches étincelantes percèrent les cieux. Sous leur ombre, de vastes bibliothèques concentraient tout le savoir de la race humaine. Bientôt, tout ce que l'humanité comptait de magiciens se rassemblait dans les quartiers enchantés de Dalaran. Ils demeuraient une infime minorité, bien sûr, mais leur influence écrasante leur ouvrit les portes du pouvoir. C'est ainsi que la cité devint une véritable magocratie. Les manieurs de sortilèges, souvent des gens de bonne extraction, doués d'une éducation bien supérieure à la populace, tenaient fermement le pouvoir. L'essentiel de la population, dépourvue de dons magiques, était écarté de la politique. Mais en échange, ils jouissaient d'un confort et d'une prospérité sans égale dans tout l'Empire. Le commerce et l'industrie, nourris par la magie, se développaient sans entrave tandis que la criminalité était presque nulle. Personne ne se sentait en danger dans cette cité protégée par des légions de mages au sort capables de pulvériser des armées entières. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la présence même de ces puissants sorciers attirait vers eux de terrifiantes créatures. Leurs maîtres elfes les avaient avertis. Tant de magie sans contrôle déchira le tissu de la réalité autour de la cité. Les démons, attirés par tant de flux arcaniques, se faufilèrent en Azeroth, semant mort et terreur dans les rues et les campagnes alentours. Impuissants, les magocrates appelèrent Lune d'Argent à l'aide. Les elfes vinrent à leur secours, mais renouvelèrent leur avertissement. Le problème ne ferait que s'aggraver si la cité n'imposait pas de limite à l'utilisation des arcanes. Ardogan et ses conseillers refusèrent tout net. Les mages étaient venus à Dalaran pour pratiquer librement leur art. S'ils s'en voyaient restreints, aucun doute qu'ils partiraient trouver un nouveau havre de liberté. La menace ne ferait que s'étendre partout en Azeroth. Elfes et humains se concertèrent des jours et des nuits. Puisqu'ils ne pouvaient empêcher le danger démoniaque, ils constituèrent une milice chargée de défendre le monde de ses nuisances. Les meilleurs sorciers de Dalaran se réunirent en secret au creux d'une vallée reculée, à l'est de la cité de Lordaeron. Là, ils prêtèrent serment de traquer et de bannir les démons et leurs serviteurs au sein du conseil de Tirisfol. Plus encore que des gardiens, ils enseignèrent les dangers d'une magie débridée aux apprentis venus étudier à Dalaran. En parallèle de cet ordre à vocation secrète,
La magiocratie missionna ses sorciers les plus puissants de cataloguer tous les sortilèges, les artefacts et les arcanes mystiques connus de l'humanité. Ces mages posèrent les bases d'une organisation qui allait bouleverser l'histoire humaine, le Kirin Tor. Le Conseil des Six, à la tête de cette organisation, prit la direction de Dalaran elle-même. Sous la tutelle du Kirin Tor, Dalaran veilla sur l'apprentissage des prochaines générations des mages humains. La citadelle pourpre couronna la cité de ses hautes flèches. Le Conseil des Six siégeait à son sommet, contemplant la ville depuis les cieux. Les étages inférieurs abritaient bibliothèques, archives, laboratoires et entrepôts arcaniques, tous dédiés au bon enseignement des arts mystiques. Pendant que les humains et les elfes repoussaient toujours plus loin leurs connaissances magiques, une autre race infiltra secrètement la cité des sorciers. Depuis la guerre des Anciens, les Dragons Bleus avaient reçu pour mission de veiller au bon usage des arcanes en Azeroth. L'absence de Malygos, leur souverain, avait amplement ralenti leur mission. Mais une nouvelle génération de dragons avait pris le relais et découvert ce lieu où des mortels détournaient sans prudence des flots de magie. Sous l'aspect d'humains, ils pénétrèrent la cité et s'élevèrent aux plus hautes strates de Dalaran. C'est ainsi qu'ils prirent connaissance des efforts du Kirin Tor pour contenir les impacts démoniaques de leurs pratiques débridées des arcanes. Et mieux encore, de la présence du conseil de Tirisfal parmi les ombres. Le Kirin Tor et les Dragons Bleus partageaient ainsi le même objectif. Ces derniers dévoilèrent leur véritable identité, et trop heureux de compter de pareilles créatures comme alliés, les dirigeants de Dalaran les inclurent dans leurs rangs. Les dragons ne seraient pas de trop. L'usage immodéré de la magie ne tarda pas à provoquer de plus graves conséquences que les quelques diablotins qui, jusqu'alors, terrorisaient les paysans alentours. Un atrétime du nom de Katranatyr infiltra la cité. Ce seigneur de l'effroi propagea une peste infâme dans les rues de la ville, tout en empoisonnant les cœurs et les esprits par d'habiles mensonges. La méfiance de la populace envers les sorciers qui les dominaient s'accrut dangereusement. Beaucoup préférèrent partir vers les autres cités. Le conseil de Tirisfal mena l'enquête en toute hâte, avant que la ville ne s'embrasse pour de bon. Les sorciers levèrent le voile sur l'identité du Natrézim. Malheureusement, la puissance du démon terrassa son mage le plus puissant. Le conseil, meurtri, se rassembla. Il était clair que les menaces se feraient toujours plus nombreuses et plus redoutables. Une poignée de magiciens isolés seraient bientôt impuissants face aux horreurs que les légions démoniaques allaient déverser en Azeroth. Après moult discussions, ils optèrent pour une nouvelle stratégie. Ils désignèrent le plus puissant d'entre eux, le demi-elfe Alodi, et lui confièrent une partie de leur pouvoir. Ainsi renforcé, Alodi disposait d'une puissance qu'aucun mage humain ou elfe n'avait jamais égalée. Gardien de Tirisfal, le demi-elfe serait le premier d'une lignée consacrée à défier les démons les plus redoutables. Pour inaugurer cette règle nouvelle, il engloutit le seigneur Katranatyr sous les torrents d'arcane. Rassuré, certaine de pouvoir faire face à n'importe quelle épreuve, Dalaran poursuivit ses efforts pour percer les secrets les plus obscurs de la magie. Les siècles passèrent, l'empire d'Arator s'écroula sans que la population de Dalaran ne s'en émeuve particulièrement. Pour eux qui avaient acquis une autonomie que toutes les autres provinces lui avaient enviée, le changement fut mince. Un peu moins d'impôts versés au seigneur de Strom, quelques bannières en moins sur les portes de la ville. Du reste, le Kirin Tor resterait l'autorité incontestée au sommet de la citadelle pourpre. Les siècles s'écoulèrent encore et encore. Les gardiens se succédaient à la tête du conseil de Tirisfal, affrontant de dantesques créatures menaçant de dévorer le monde. Et justement, 9 siècles après la fondation de Dalaran, une certaine Aegwynn fut désignée pour succéder au gardien Scavel, épuisé par des siècles de veille inlassable. Cependant, quand chaque gardien avait jusqu'alors été de loyaux serviteurs du Conseil et du Kirin Tor, Aegwynn était d'une autre nature. Dotée d'un esprit solide et d'une volonté sans faille, elle était la candidate parfaite pour ce rôle, aucun n'en doutait. Aucun démon ne saurait lui résister. Justement, elle dut rapidement faire face à un démon incomparablement plus puissant que tous ceux qu'elle avait affrontés jusqu'alors. Sargeras, seigneur de la Légion Ardente. La bataille déchira les cieux gelés du Norfandre, mais dotée de formidables pouvoirs, Aegwynn parvint à triompher du souverain des démons. Afin de préserver le monde de sa noirceur, la gardienne ensevelit le démon dans les ruines oubliées d'un antique temple elfe de la nuit. Sargeras terrassé, le monde était libéré de l'influence démoniaque. C'était ce qu'elle croyait. En effet, loin d'avoir triomphé, elle n'avait fait que suivre les plans de son adversaire. Celui qu'elle avait affronté n'était qu'une image infime du seigneur démoniaque. Pendant le combat, Sargeras s'était insinué dans l'esprit de la gardienne, manipulant peu à peu ses pensées. Son tempérament de feu fit d'Aegwynn un instrument incontrôlable. Nul n'avait d'emprise sur elle. Aegwynn se méfiait des mages qui se prétendaient à même de veiller sur l'humanité. Ce n'étaient que de vaniteux vieillards, plus impliqués dans les intrigues de cour qu'à protéger le monde. Il lui rétorquait que la sagesse accumulée par des siècles de compilation et d'études leur donnait pour responsabilité de guider les nations humaines. Elle n'entendait en ses réponses que de molles excuses de sorciers soucieux de préserver leur influence sur le monde. Ses pensées n'étaient pas infondées, mais elles étaient nourries par Sargeras lui-même. Il se délectait de voir se diviser ses pitoyables gardiens. Les années passant, elle se distancia du conseil de Tirisfal. Elle trouva refuge loin au sud, dans la haute tour de Karazhan,
dressée au-dessus d'un nœud tellurique majeur qui la nourrissait d'une magie abondante. Après 2 siècles de règne, le Conseil ordonna à Egwene d'abandonner ses pouvoirs. La gardienne n'entendait pas obtempérer. Elle tint tête à ses pairs. Déterminée à reprendre en main cette arme indisciplinée, le Conseil assembla la Tirisgarde, un ordre de sorciers doté des meilleurs artefacts pour traquer et saisir la gardienne. Ils n'eurent pas besoin d'une longue enquête pour révéler sa cachette. La gigantesque tour qui émergeait des montagnes n'était pas des plus discrètes. Soucieuse de tenir à distance ces parasites du Conseil, Aegwynn scella la tour et partit en direction d'un nouveau refuge. Elle chercha longtemps et finit par trouver l'endroit parfait. Dans les vestiges de Suramar, au beau milieu de la Grande Mer, elle échapperait au regard de ses poursuivants. Désormais hors de portée du conseil de Tirisfal, Aegwynn désirait garder un œil sur les tractations de l'ordre secret. Dissimulée dans les ombres, elle se risquait parfois à assister à leur rassemblement. Pour sa plus grande consternation, le conseil acquérait une influence de plus en plus écrasante sur les royaumes humains. À l'une de ces occasions, un mage de la Tirisgarde, un dénommé Niela Saran, leva le voile sur son stratagème et révéla sa présence. Aegwynn prit aussitôt la fuite, mais dotée de puissants artefacts, Aran parvint à la rattraper. Les deux se poursuivirent et s'affrontèrent aussi bien par des pluies de sortilèges que par des mots adroits. Tous deux essayaient de convaincre l'autre de la justesse de leur cause. Aegwynn découvrit ainsi des failles dans l'esprit de son adversaire. Lui-même doutait des machinations de son ordre. La gardienne exploita la fissure et triompha. Niela Saran se rangea à ses côtés. Tous deux s'accordèrent pour lutter contre l'influence occulte du conseil de Tirisfal. Leur collaboration évolua bien vite à une liaison amoureuse qui donna pour fruit un enfant. Ses parents le baptisèrent Medivh, gardien des secrets, dans la langue des Hauts-Elfes. Aegwynn scella ses pouvoirs de gardienne dans l'esprit de l'enfant, où il sommeillerait jusqu'à l'âge adulte. Bien qu'elle l'ignorait alors, un fragment d'esprit de Sargeras s'immisça à son tour dans l'âme de son fils. Bientôt, cette décision provoquerait de terribles conséquences. Aegwynn et Niela Saran choisirent de s'installer à Hurlevent, au plus loin de Dalaran et de l'influence néfaste du conseil de Tirisfal. Nielas devint adjurateur à la cour du royaume d'Azeroth, tandis qu'Aegwynn, délestée de ses pouvoirs mais toujours pourchassée par la Tirisgarde, s'en retourna à son exil. Medivh grandit sans rien connaître de son histoire, et de la lourde responsabilité qu'il portait sur ses jeunes épaules. L'âge adulte venu, les pouvoirs de gardien s'éveillèrent par une déflagration d'arcane qui transperça son père, tué dans l'instant. L'un des mages les plus puissants de l'histoire de ce monde venait de se révéler au grand jour. Désormais gardien, il se retrancha dans la tour de Karazhan. Là, il y retrouva sa mère qui lui enseigna son rôle dans ce monde. Le conseil de Tirisfal apprit sans tarder l'existence d'un nouveau gardien. Le contexte leur échappait totalement, mais Aegwynn désormais hors jeu, ils envoyèrent des sorciers espionner le maître de Karazhan. Aucun n'en revint vivant. Alors, ils dépêchèrent un jeune apprenti du nom de Khadgar pour étudier aux côtés du gardien. Bien sûr, le garçon avait surtout pour rôle de rapporter tous les faits et gestes du sorcier à ses maîtres du Kirin Tor. Medivh vit clair dans son jeu à l'instant où Khadgar posa un pied sur son domaine. Mais l'apprenti était surtout avide de savoir et supportait l'hostilité et l'excentricité du gardien pour peu qu'il lui enseigne quelques miettes de son immense savoir. Fasciné par la ténacité du garçon, Medivh le garda à ses côtés. Possédé par Sargeras, Medivh œuvrait secrètement contre le monde d'Azeroth. Il ouvrit une brèche à travers le cosmos, une fissure par laquelle se déversèrent des hordes intarissables d'orques assoiffés de sang. En dépit d'une noble résistance, Hurlevent s'effondra. Les royaumes du Nord, dont Dalaran, demeurèrent aveugles, sous-estimant gravement la menace. Khadgar découvrit la duplicité de son maître et le pourfendit. Mais c'était déjà trop tard. La rapide destruction du royaume méridional frappa de stupeur ses sœurs du Nord. La horde des orques, insatiable, désormais bien installée en ce monde, viendrait bientôt achever sa conquête. Les nations humaines se rassemblèrent à Lordaeron et la petite cité de Dalaran ne manqua pas à l'appel. L'archimage Antonidas représenta la magocratie et soutint de tout son poids la création de l'Alliance de Lordaeron. Les mages de Dalaran offriraient leurs arcanes au service des armées de l'humanité. La guerre n'épargna pas la cité. Alors que les meilleurs mages de la ville luttaient partout sur le continent aux côtés des armées humaines, une déferlante d'orques et d'ogres submergèrent les maigres défenses de la ville. La cité fut pillée et incendiée. Après la défaite de la Horde devant les murs de Lordaeron, les mages concentrèrent leurs efforts pour rebâtir leur sublime cité et effacer toutes les traces de la guerre. Avec l'aide d'un artefact particulièrement puissant, l'œil de Dalaran, ils rendirent toute sa grandeur à la ville en un temps record. Les orques avaient échoué, la porte des ténèbres avait été refermée, et ainsi, le passage ouvert par Medivh qui les avait menés en Azeroth n'était plus. Cependant, les sorciers du Kirin Tor décelèrent des fissures qui unissaient encore le monde brisé de Draenor, berceau des orques, à Azeroth. Elles n'étaient pas assez larges pour que quiconque puisse y faufiler, mais un mage assez talentueux pourrait les élargir et rouvrir un passage. Pour s'en prémunir, Dalaran édifia aux frais de l'Alliance une citadelle à l'emplacement de l'ancienne porte, rempart du néant.
La guerre terminée, plusieurs questions opposaient les membres de l'Alliance. Dalaran n'avait que faire du sort du royaume félon d'Alterac. En revanche, la destinée des orques capturés suscita l'intérêt des mages du Kirin Tor. Aux côtés de Lordaeron, et contre les royaumes de Gilneas et de Stromgarde, les mages exhortèrent la grâce. Plutôt que de les massacrer, la noble mansuétude humaine imposait de les enfermer. Toutefois, si Lordaeron poussait cette exigence par les commandements sacrés de la lumière, la raison était tout autre pour Dalaran. Le conseil de Tirisfal s'était éteint peu après la Première Guerre, condamné pour son rôle dans l'invasion démoniaque. Sans gardien, nulle porte des ténèbres après tout. Le Kirin Tor avait repris en main toutes ses prérogatives, et avec celles-ci, le soin d'étudier toutes les formes de magie, même les plus occultes. Les orques enfermés, ils auraient tout loisir de les examiner, eux et leur essence démoniaque. Beaucoup de nations s'étaient opposées à la construction de remparts du néant, estimant le coût trop élevé pour veiller sur une porte fermée. Pourtant, le Kirin Tor avait eu raison de se méfier. Depuis une Draenor mourante, des cohortes d'orques retrouvèrent le chemin vers Azeroth, dans le but de s'emparer de précieux artefacts. La citadelle, soudain prise d'assaut, put sonner l'alarme à temps, mais les orques n'étaient pas en défaut de ressources ni de stratégie. Avec l'aide du vol noir, ils assiégèrent Dalaran. Les dragons crachèrent le feu et, profitant de la distraction, une poignée d'orques s'empara de l'œil de Dalaran. Les mages repoussèrent l'attaque, mais cette nouvelle horde s'était emparée d'un précieux butin. Pire, doués de ces objets magiques, les orques escomptaient ouvrir de nouveaux portails afin de s'étendre sur une infinité de mondes. Un tel projet ne devait s'accomplir. L'Alliance dépêcha une expédition de l'autre côté de la Porte des Ténèbres, afin de s'assurer une fois pour toutes de la destruction de la Horde. Dalaran envoyait à leur côté une troupe de mages, commandée par l'archimage Vargoth. Sur l'île de Farallon, ils édifièrent la forteresse de Kirinvar. Khadgar serait lui aussi du voyage. Un voyage sans retour. Encerclés, les orques précipitèrent leur rituel. La magie tourmentée se déchaîna sur un monde déjà flétri par les énergies démoniaques. C'était plus que Draenor pouvait en supporter. Le monde se brisa pour de bon. Des flux de magie démoniaque déferlèrent en Azeroth par la porte des ténèbres. Convaincu qu'attendre, c'était condamner son monde, Khadgar referma le portail depuis Draenor. En Azeroth, les nations humaines se remettaient peu à peu des horreurs de la guerre, sans savoir que de bien pires les attendaient. Au sommet de Dalaran, le Conseil des Six supervisait la reconstruction de la cité. Parmi eux, un dénommé Kel'Thuzad débordait d'ambition. Ses talents étaient incontestables et suscitaient l'admiration. Toutefois, son désir d'outrepasser les limites l'avait poussé à expérimenter des magies nauséabondes. Lors de la Deuxième Guerre, les orques avaient manipulé les sinistres arcanes de la mort. Ils avaient relevé des cadavres pour se battre et briser la volonté de leurs adversaires. Une telle magie était, bien sûr, interdite. Mais le sorcier ne pouvait s'empêcher de penser que la prohibition était une grave erreur. L'étude de la magie de la mort pourrait aider le Kirin Tor à s'en prémunir, car leurs ennemis ne s'en priveraient point. Ces travaux secrets donnèrent lieu à de sordides rumeurs. Peu à peu, le mage fut ostracisé des siens. On se méfiait de lui, et sa seule aura, teintée de ténèbres, frappait ses confrères de dégoût. Isolé, infusé par les énergies nauséabondes qu'il manipulait, son esprit plongea dans l'obscurité. C'est alors qu'il entendit un appel. Cette voix était la seule qui daignait encore s'adresser à lui. Aussi funeste soit-elle, elle était d'un grand réconfort. Il se laissa emporter, quitta la cité et embarqua pour le continent glacé de Norfandre. Le voyage jusqu'à la source de cette voie fut pénible, entre glaciers et montagnes. Il franchit le continent jusqu'au pied du trône de glace, et c'est là qu'il rencontra son nouveau maître, le roi Lich. Il se prosterna à ses pieds et promit de le servir. De retour sur le continent, il vagabonda de province en province. À chaque bourg, il s'invitait dans les palais des notables et dans les auberges enfumées où se rassemblait la populace. Au premier, il promit le pouvoir. Au second, l'égalité. C'est ainsi qu'il esquissa les bases du culte des damnés. À Bril, tout près de la cité sainte de Lordaeron, il expérimenta la magie de la mort, jusqu'à mettre au point un grain contaminé qui, en quelques mois à peine, déversa la pestilence sur le royaume. Une maladie effroyable frappa la population. Des villages entiers mourraient en l'espace de quelques jours. L'on remplissait les fosses mortuaires plus vite qu'on ne pouvait les creuser, et bientôt, il n'y eut plus personne pour inhumer les corps. Mais ce n'était pas fini. Les cadavres se relevèrent bientôt, et par milliers marchèrent sur leurs anciens frères. Dalaran fut la première à suspecter l'ampleur de la menace. Les ambassadeurs de la cité implorèrent le roi Térénas d'agir, mais ce dernier, omnubilé par les bandes d'orques qui déambulaient sur ces terres, réagit trop tard. Bien trop tard. Lorsque Lordaeron se décida enfin à agir, le grain contaminé s'était déjà répandu dans tout le royaume. La main d'argent fut envoyée enquêter, et le Kirin Tor adjoint au chevalier de Lordaeron l'une de leurs magiciennes les plus prometteuses, Dame Jaina Port-Vaillant.
Ce qu'ils découvrirent les frappa d'horreur. Les vallées fertiles s'étaient changées en champs de cadavres. La pestilence fauchait les vivants et des hordes de morts déambulaient dans les prés et les vergers. La nature elle-même se mourait. Le trépas de Kel'Thuzad ne changea rien au désastre. Nombre de mages ambitieux de Dalaran s'étaient joints à lui et ses nécromanciens attisaient les flammes de la non-mort. Grâce à ses protections magiques et à sa prudence, Dalaran échappa à la peste. Hélas, la mort n'escomptait pas laisser la cité des mages en paix. Le roi Lich et son fléau mort-vivant servaient la volonté de la Légion Ardente. Les royaumes humains et elfes, affaiblis par la déferlante du fléau, Azeroth était prête à l'invasion. Le prince déchu Arthas, accompagné de Kel'Thuzad, ramené d'entre les morts, assiégèrent la cité de Dalaran. Des vagues infinies de cadavres se jetaient sur les remparts de la cité. Pour la protéger, les mages les plus puissants dressèrent un mur de magie qui consumait les morts-vivants qui osaient y pénétrer. En vain, vague après vague, la Légion de la Mort parvinrent à leur but. Les mages périrent, et même le puissant Antonidas succomba au coup des serviteurs du roi Lich. La ville sans défense, le prince déchu s'empara du livre de Medivh et en tira la puissance pour ouvrir un portail vers la dimension démoniaque. Archimonde, lieutenant de Sargeras, pénétra en Azeroth. Et pour célébrer le début de l'invasion démoniaque, il prit grand plaisir à réduire en poussière la cité des mages. Ce fut un coup dur pour le Kirin Tor, mais la destruction de leur fière cité ne suffit pas à les mettre à terre. Ils se dispersèrent, mais tous étaient convaincus que cet exil ne durerait qu'un temps. Une résistance s'assembla dans les vestiges des royaumes du Nord. Menée par le seigneur Garithos, l'Alliance repoussa les morts-vivants hors des ruines de Dalaran. L'endroit devint leur quartier général. Une fois Dalaran sécurisée, les mages revinrent en leur foyer pour reconstruire la cité. La région, encore entourée de menaces, n'était pas sûre. Des morts-vivants erraient un peu partout dans les parages, ce qui ne constituait pas vraiment l'atmosphère la plus sereine pour une pareille reconstruction. Le temps de rebâtir sa cité, le Kirin Tor l'entoura d'un large dôme arcanique. La ville, en pleine reconstruction, le Conseil des Six, nouvellement reformé et désormais dirigé par l'archimage Ronin, décida de conquérir une région sûre autour de la ville. Qu'ils fussent du fléau ou des réprouvés, qu'importe. Les morts-vivants et leur corruption infâme devaient être rejetés loin de la nouvelle Dalaran. Les mages sortirent de leur dôme et conquirent les villages avoisinants. Dans l'ancien bourg gilnéen de Moulin de Lambre, les sorciers firent face aux réprouvés. À la différence des cohortes du fléau, ils ne comptaient pas sur le nombre pour remporter la victoire. Ils faisaient preuve d'intelligence et de ruse. Le conflit entre les mages du Kirin Tor et les morts-vivants réprouvés déchira la forêt des pins argentés. Au sein du Conseil des Six, toutefois, tous n'avaient pas oublié qui était le véritable ennemi. Le Conseil n'avait jamais été de ceux qui nourrissent un désir de vengeance, mais la menace du fléau était telle qu'on ne pouvait la négliger. C'est alors que, coup sur coup, deux catastrophes vinrent tirer le Kirin Tor de sa léthargie. D'une part, le roi Lich, qui avait régénéré ses forces en Orphandre, prit d'assaut les royaumes mortels. D'autre part, le puissant chef des dragons bleus, Malygos, sortit de son sommeil. Comme nous l'avions mentionné plus tôt, le rôle de ce vol était de veiller sur le bon usage de la magie en Azeroth. En découvrant les ravages qu'avaient provoqués les sorciers mortels, le grand dragon entra dans une rage folle. Il rompit les flux arcaniques sur le champ et entra en guerre contre les mages. Le Kirin Tor observa aussitôt l'affaiblissement des courants de magie et envoya ses sorciers enquêter. Certains périrent, mais pire. D'autres, subjugués par le dragon, renièrent leur serment et rejoignirent les rangs du vol bleu dans leur croisade. C'en était assez. Dalaran ne pouvait se contenter d'observer les événements à bonne distance. Le Kirin Tor tint conseil, et il en sortit une décision presque impensable. La cité se ferait le fer de lance de la campagne en Orphandre. Les manieurs de sorts de Dalaran se rassemblèrent pour accomplir un rituel sans précédent. Ils unirent leur magie en un tissu harmonieux. La citadelle se souleva doucement, puis, soudain, s'arracha de la terre. Dalaran s'éleva parmi les nuages et s'envola vers le continent gelé, ne laissant derrière elle qu'un cratère béant. Bien sûr, les dragons bleus l'attendirent de pied ferme, et à sa venue, l'assaillirent de toutes parts. Une fois encore, les sorciers, pourtant épuisés de leur exploit, mêlèrent leur magie pour repousser les nuées draconiques. Dans le même temps, la Horde et l'Alliance avaient conclu une collaboration de circonstances pour affronter le fléau sur ces terres. Ils débarquèrent à leur tour en Orphandre, et leurs avancées ne tardèrent pas à les conduire à Dalaran. Cité de l'Alliance, la cité des mages n'entendait certainement pas laisser les orques, les trolls ou pire, les réprouvés, arpenter ses rues et accéder à ses bibliothèques. Cependant, il y avait bien un peuple qui, depuis plus de 1000 ans, était le bienvenu à Dalaran et qui s'était joint aux forces de la Horde. Les hauts elfes de Kel'Thalas, désormais connus comme elfes de sang, plaidèrent en la faveur d'une concorde dans la cité volante. Aetas Sakache-Soleil, le premier d'entre eux, aidé par Dame Jaina, parvint à imposer cette voix face aux hauts elfes rebelles du Concordat argenté, hostiles au nouveau gouvernement de Kel'Thalas. Dalaran se proclama neutre et invita dans ses murs quiconque œuvrait pour pourfendre le roi Lich et ses légions. Lors de son départ, Dalaran avait laissé derrière elle quelques groupes de mages qui tenaient encore les places fortes contre le fléau, et surtout
contre les réprouvés de la Horde. Ceux-là, menés par l'archimage Ataéric, ne goûtèrent pas à la décision du Conseil des Six et poursuivirent leur combat contre les réprouvés et leurs alliés, qu'importe ce qu'en pensaient les maîtres de Dalaran. Toutefois, isolés, sans base de repli, abandonnés des leurs, ils succombèrent jusqu'au dernier. Pire, les réprouvés les réanimèrent et, contre leur volonté, les mages d'Ataéric se battirent au service de la reine Banshee. Le Kirin Tor, aidé des deux factions, triompha de Malygos, tandis que le roi Lich périt sous les assauts de la coalition. La victoire fut célébrée dans tout Dalaran, la destruction de la ville était enfin vengée. Elle n'eut toutefois guère le temps de se réjouir, car la puissance de la cité lui avait attiré les foudres de tous les ennemis d'Azeroth. Dalaran était la cible à abattre au préalable de toute invasion. C'est ainsi que le cauchemar d'Émeraude infiltra la cité, plongeant les mages dans une mortelle léthargie. Par chance, l'archidruide Malfurion Hurlorage, dans sa lutte contre le cauchemar, entra dans la ville et la libéra de ses entraves. Le cauchemar n'était d'ailleurs pas le seul à désirer s'emparer de Dalaran. L'Alliance, émerveillée par le potentiel d'une telle cité, invita le Kirin Tor à rejoindre ses rangs. Le Conseil des Six débattit, mais ne donna pas suite. La neutralité avait aidé la cité à accomplir son devoir. Protéger Azeroth imposait de lutter aussi bien auprès d'humains que d'orques, auprès de nains que de trolls. En dépit de sa neutralité, désormais consacrée, la cité ne demeura pas aveugle aux souffrances de l'Alliance. Lorsque Garrosh sur l'Enfer, chef de guerre de la Horde, assaillit la cité de Terramort, place forte de Jaina Port-Vaillant, le Conseil des Six vota en faveur d'une aide. Même Aetas prêta sa voix en faveur de Terramort, convaincu que la politique conquérante du chef de guerre portait préjudice à la Horde. Hélas, Garrosh fit étalage de son ignominie. Il lâcha sur la ville un artefact qui, en explosant, réduisit la cité en cendres. Ronin, chef du Conseil des Six, périt en sauvant Jaina. Le Kirin Tor refusa toute représaille sur Orgrimmar, mais en signe de soutien, éleva Jaina Port-Vaillant à la tête du Conseil. Aussitôt informée, l'Alliance, par la personne du roi Varian Vryn, exhorta Jaina d'exclure la Horde de la cité. Mais en dépit de son chagrin, l'ancienne souveraine de Terramort déclina, désirant laisser une chance à la concorde qui avait tant accompli en Orphandre. Cette chance ne fit pas long feu. Jaina apprit qu'une bande de traîtres s'était servi de la neutralité de sa cité pour infiltrer Darnassus et y voler un précieux artefact. Ce même artefact qui, un peu plus tard, blessa grièvement le prince Anduin Vryn. C'était plus qu'elle ne pouvait en tolérer. Puisque la Horde avait failli à ses engagements, elle n'avait plus rien à faire en sa cité. Aetas eut beau protester, ne rien savoir du plan de la Horde, Jaina ne lui accordait plus aucune confiance. Elle emprisonna chaque serviteur de la Horde dans sa cité, et quiconque s'opposait à son ordre périt sans jugement. La purge rattacha la cité à l'Alliance et mit un terme à 27 siècles d'amitié avec les elfes de Lune d'Argent. Lorsque la Légion Ardente se fraya de nouveau un chemin en Azeroth, le Conseil des Six rétablit la neutralité de Dalaran, malgré la vive opposition de Jaina. Furieuse, la chef du Conseil quitta la cité et fut remplacée par Khadgar, vigoureux défenseur de la neutralité. Une nouvelle fois, la ville allait porter le fer contre l'ennemi, cette fois au-dessus des îles brisées. La Horde dépêcha le détachement dans la cité, mais la confiance était rompue, et l'on se devisait avec méfiance. Depuis Dalaran, les forces coalisées repoussèrent la Légion, cette fois au point de la pourchasser jusqu'à son cœur sur le monde mort d'Argus. La guerre fut sanglante, et l'espoir chancela souvent. Mais les races mortelles triomphèrent de cette menace qui, depuis des millénaires, n'avait eu de cesse de tourmenter Azeroth. Les années suivantes, Dalaran suivit scrupuleusement la doctrine de Khadgar, refusant tout soutien à l'Alliance, même face aux infamies de Sylvanas Coursevent. Leur rôle était de protéger Azeroth, non de se mêler aux basses querelles des mortels. Cet aveuglement nourri d'orgueil allait toutefois bientôt leur coûter cher. Une fois encore, Dalaran se croyait au-dessus de son monde, au-dessus de l'humanité, telle une divinité bienveillante qui, depuis les cieux, veillait sur les humbles mortels. Alors que les ténèbres, cette fois commandées par la messagère Xalatat, menaçaient Azeroth, le Conseil des Six se laissa convaincre de porter le fer avant que l'obscurité n'enveloppe le monde. Conseillés par l'archimage Drenden, récemment revenu en ville après des années de disparition, les mages déplacèrent leur cité en direction de l'île de Dorne. C'était un piège sournois de la messagère. Drenden, décédé depuis longtemps, n'avait été qu'une apparence que le Conseil des Six n'avait pas jugé bon de vérifier. Aussitôt arrivés au-dessus des mers du Sud, des nuées de Nérubiens assaillirent la ville. Et pendant que les sorciers s'efforçaient de rejeter la menace, Xalatat infiltra la ville et la détruisit de l'intérieur. Dalaran explosa dans un tourbillon de ténèbres, ses vestiges gisant sur les rivages de Dorne. Leur cité anéantie, le Kirin Tor se rassembla pour lui rendre un dernier hommage. Leur sublime cité les avait aveuglés. Isolés du monde parmi les cieux, ils s'étaient coupés de leur véritable fonction. Ils devaient se mêler au royaume, conseiller les rois et aider les peuples. Dans un monde de danger, au beau milieu d'un champ de bataille cosmique, les mages ont partout leur rôle à jouer. En vérité, ils n'avaient jamais eu besoin d'une ville. Sa destruction tournait une page de l'histoire du Kirin Tor, mais elle n'en marquait certainement pas la fin. En ce monde tourmenté, elle ne faisait que commencer.
Dalaran fut façonné par la magie. La cité était convaincue que la connaissance et la magie pouvaient faire face à toutes les menaces. Elle guida les rois et les empereurs, jugea du bon usage de la magie. Simple cité-État, elle était plus puissante et plus influente que des royaumes immenses. Lorsque la mort vint frapper à sa porte, lorsque la destruction ravagea la cité, elle s'éleva dans les cieux, persuadée que sa place n'était plus sur terre, parmi les mortels, mais auprès des dieux. À vouloir s'élever si haut, elle rompit ses racines mortelles et se brûla les ailes. À nouveau, Dalaran doit se reconstruire. Non plus en tant que cité, mais en tant que peuple, en tant que mortel doué d'un pouvoir qui les a contraints à la plus haute des responsabilités, veiller sur les habitants de ce monde. Il me faudra peu de temps pour vous décrire la géographie de Dalaran. Et pour commencer, replaçons la cité dans son contexte. Au sud du lac Lordamer, au pied des montagnes d'Alterac, la ville se dresse au carrefour des grandes routes de l'Empire d'Arathor. C'était un lieu de croisement qui attirait la richesse et l'ambition. Lorsque la ville devint le siège de la plus puissante organisation magique de l'histoire humaine, le Kirin Tor, sa position centrale lui apporta un avantage certain. Elle était la parfaite médiatrice. Ces mages, au service des grands de ce monde, se retrouvaient et échangeaient dans l'enceinte de la cité. Dalaran était au centre de tout, qu'il s'agisse de l'Empire ou, plus tard, des 7 royaumes. Elle concentrait le savoir, et donc le pouvoir. Ville neutre dès cette époque, pour peu que la neutralité s'arrête aux limites de l'humanité, elle fut le siège des diplomates lors des guerres. Toutefois, lorsque l'on parle de Dalaran, il faut mentionner qu'il s'agit d'une cité qui, à de multiples reprises, changea de géographie. Chose rare en vérité. C'est ainsi que, lors de la guerre contre le vol bleu et le fléau du roi Lich, Dalaran prit place au-dessus des forêts enneigées du Norfendre. Puis plus tard, elle obscurcit les cieux au-dessus des îles brisées. Son dernier voyage l'emmena sur l'île de Dorne, où, comme vous le savez désormais, elle périt tragiquement. L'influence du Kirin Tor ne s'arrêtait toutefois pas aux limites de la ville. À la façon des ordres militaires, les magiciens disposaient de bases réparties en Azeroth, et même au-delà. Rempart du Néant est la plus importante, bien que détruite par les orques de la Horde de Fer. Après la chute des royaumes du Nord, quelques poignées de mages prirent possession d'anciens bourgs de Lordaeron et de Gilneas, à l'instar de Moulins de l'Ambre, finalement conquises par les réprouvés. Et lors de leur campagne, ils essaimèrent de moultes avant-postes, les îles Dragons au rivage de Pandarie, et jusqu'en Draenor, et aux confins du cosmos. Dalaran est présente partout où il y a besoin de son soutien. Chaque ville, qu'elle soit de l'Horde ou de l'Alliance, accueille quelque part un peu de son influence. Ces mages sont un lien entre les peuples, au-delà des querelles et des factions. C'est peut-être là sa véritable force et son véritable devoir.